sans plus attendre, nous allons passer à notre première présentation sur une œuvre importante, je devrais dire plutôt cultissime, car elle a donné inspiration à la science-fiction, et particulièrement au meilleur univers de science-fiction d'aujourd'hui, qui est Warhammer, je devais me placer. Ainsi, Simon Jeannot, doctorant en biologie, en biologie à Sherbrooke, travaille sur des analyses bioinformatiques du génome bactérien. Et ce soir, il va nous présenter les manipulations génétiques dans l'univers de Dune et ses implications éthiques pour l'humanité, pour l'avenir. La génétique au cœur de Dune, mesdames et messieurs. Merci. Je vais attendre l'apparition de ma présentation. Je n'avais pas préparé de joke pour réchauffer la foule, là. Mais... je peux vous représenter Dune en mime? Non, fais pas ça! Ok, super, on y est. Excellent, excellent. La ligne verte? Excellent. Ok, super. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Simon Jeannot. Je vais vous parler de la génétique au cœur de Dune. Parce que oui, croyez-le ou non, c'est dans l'espace, mais c'est la génétique qui est au cœur de toute l'intrigue. Donc, yes. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui n'ont pas vu ou lu aucun élément de Dune depuis que c'est sorti, il y a 50 ans, 60 ans? Il y en a pas beaucoup, ok? Je suis quand même rassuré, là, 3, 4, 5. Ben, juste pour vous autres, j'ai préparé une slide, un petit crash course de ce qu'est Dune pour les nuls. Donc, tout d'abord, Dune, ça se situe dans un univers distant dans le futur, où est-ce que les humains ont colonisé beaucoup de planètes, dans le fond, à travers la galaxie, puis se sont répartis sur un système plutôt féodal. Donc, ça ressemble au Moyen-Âge. Il y a des rois, des empereurs, tout ça, puis tout le monde se tire un peu la couverture pour avoir du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Puis ça tourne autour des ressources naturelles, entre autres, puis bon, plusieurs enjeux de l'époque. Donc, au cours de l'œuvre, vous allez voir, en gros, beaucoup d'intrigues politiques et de luttes de pouvoir, un petit peu d'épices, des gros vers très méchants et un peu de sorcellerie. Donc, vous êtes prêts pour ma présentation. Moi, ce qui m'intéresse à travers tout ça, c'est surtout la génétique. Donc, cet aspect qui est surprenamment représenté énormément dans l'œuvre, au courant de toute l'œuvre. Donc, pour ce faire, oui, c'est ça. Herbert, en fait, qui est l'auteur, Frank Herbert, de cette œuvre-là, a abordé des sujets qui étaient vraiment en avant de son temps, bien entendu. La génétique dans les années 60. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, on va décortiquer quelques petits aspects dans un climat ludique et léger, où est-ce que je vais vous montrer qu'est-ce qui est vraiment de la science, puis qu'est-ce qui est complètement farfelu. On va voir s'il avait raison, Herbert. Donc, tout d'abord, j'ai besoin de vous présenter deux groupes très importants au centre de l'aspect de la génétique dans cette œuvre-là, qui sont deux groupes sociaux-politiques très importants. Le Bene Gesserit, qui est le culte des mamans contrôlantes. Donc, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi, je vous explique. Et aussi le Bene Tleilax, vous pardonnerez les noms farfelus, que voulez-vous. Ce qui est plutôt un club secret de généticiens à éthique flexible. Donc, j'y reviendrai. Donc, tout d'abord, le Bene Gesserit, c'est un culte exclusivement de femmes qui ont plusieurs capacités, là, entre autres un pouvoir de persuasion et d'intuition très, très, très développé. Donc, ils sont souvent très prisés dans les cours royales. Donc, ils sont invités à prendre part aux activités politiques. Ils conseillent souvent les rois, les empereurs, etc. Mais dans l'ombre, ce que personne ne sait, c'est que leur but exact, c'est d'encadrer l'évolution de l'humanité pour éventuellement créer un super-être. Donc, c'est vraiment en orientant les unions maritales. Donc là, vous voyez peut-être un peu le lien avec les mamans contrôlantes. Là. Ils vont choisir les chums à tout le monde pour essayer de favoriser l'avènement d'un super-être. Donc, un humain qui serait supérieur à tout le monde. Donc, ils vont choisir les traits particuliers, les traits génétiques de certains êtres, puis ils vont dire, ça, nous, on pense que l'humanité mérite d'en avoir plus, ils vont essayer d'enrichir ces traits-là, puis éventuellement, c'est ça, fabriquer l'être ultime. Donc ça, je veux dire, ça sonne un peu wrong, mais on le fait tous les jours depuis plus d'une centaine d'années en choisissant nos cultures, choisissant notre bétail, pour éventuellement augmenter la production, puis les traits qui nous intéressent. C'est sûr que là, quand on parle de le faire avec des humains, ça devient une pente glissante qu'on appelle en fait l'eugénisme. Donc, donc la pratique de choisir des humains en déterminant des traits qu'on juge supérieurs, puis qu'on prend la décision pour tout le monde que la race humaine devrait prendre cette direction-là. Ça a l'air vraiment épouvantable, évidemment, mais on a des questions comme ça de nos jours qui sont très, très pertinentes, qui tournent autour de l'eugénisme.
notamment avec les diagnostics prénataux ou préimplantatoires, où est-ce qu'on est capable de choisir un peu les traits que va avoir un embryon avant son implantation ou avant sa gestation. Donc, ça remet ces questions-là sur la table assez rapidement. On arrive facilement à la frontière entre qu'est-ce qui est une amélioration ou un traitement. Donc, j'ai absolument aucune solution, là, parce que c'est des débats éthiques qui sont en cours depuis longtemps et qui vont l'être encore à mesure que les technologies avancent. Mais sachez que tout ça est fort plausible. Ensuite, ah oui, c'est ça. D'ailleurs, petite parenthèse, le Bene Gesserit, avec tout ça, qui favorise bon, l'eugénisme et tout ça, ça me donne une super bonne idée de qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. En tout cas, donc, ensuite, le Béné Tlélax, l'autre culte complètement, on va tourner la page assez vite, là, on n'en parle plus. C'est un culte basé sur la manipulation génétique. Donc, c'est des très grands biotechnologues. Puis là, ça, c'est assez surprenant. Dans les années 60, la biotechnologie, en tout cas. Puis c'est ça, eux autres, leur job, c'est plutôt d'être des marchands d'êtres génétiquement modifiés. Donc, ils vont fabriquer des différentes sortes d'organismes, puis les vendre à des monarques qui auraient besoin de telle personne pour faire telle affaire. En tout cas, c'est assez vaste là, comme marché. Mais grosso modo, c'est surtout des clones qu'ils font. Puis là, fabriquer des clones, c'est pas particulièrement farfelu. Vous avez juste à regarder n'importe quelle œuvre de fiction qui passe par là, puis vous allez trouver des clones. Des fois, ils ont des armures, des fois, non. Mais grosso modo, c'est assez populaire. C'est un concept qui est largement exploité en science-fiction. Puis d'ailleurs, c'est même pas si farfelu que ça, parce que dans la vraie vie, vous connaissez peut-être Dolly le mouton, qui a vécu il y a déjà près de 20 ans, et qui était un clone parfait de sa mère. Donc le clonage, c'est aussi quelque chose de tout à fait plausible. Ensuite de ça, là où ça se corse un peu, c'est que le Bene Tlélax, ils sont aussi des fervents pratiquants de la résurrection. Donc c'est un art un peu plus farfelu, mais lorsqu'on y réfléchit un peu, là, la résurrection, c'est ramener quelqu'un de la mort. Puis là, je vais vous dire une affaire, là, il y a 100 ans, on arrêtait de respirer, on était mort. Aujourd'hui, il y a des machines qui peuvent faire battre ton cœur, respirer tes poumons, jusqu'à temps que tu sois relativement guéri et que tu puisses reprendre la vie. Donc, tant que tu n'as pas une mort cérébrale prononcée, on va dire, tu n'es pas mort. Donc, on peut un peu plus résurrecter les gens qu'il y a 100 ans. Mais là, bon, de là à ramener des cadavres comme ils le font, le Bene Tlélax, on n'est pas là pantoute. Fait que ça, il y a encore du chemin à faire. Ouais, donc ce qui est intéressant avec tous ces personnages-là du Bene Tlélax, c'est leur mémoire. Notamment les clones puis les personnes qui sont ramenées à la vie par le Bene Tlélax n'ont pas accès à la mémoire de leur hôte, on va dire. Donc soit de la personne qui est clonée ou soit de la personne qui est résurrectée. Elle n'a pas accès à la mémoire avant sa mort. Donc c'est assez curieux, puis notamment très frustrant parce que le Bene Tlélax sait que ça, c'est possible de se remémorer ça, parce que juste à côté, la porte à côté, le Bene Gesserit le fait en accédant à la mémoire de ses ancêtres grâce à un rituel qui est psychique, mythique, qui est très c'est rappel de GIF de Johnny Depp. Dans le fond, grâce à un rituel vraiment mythique, là, ils sont capables d'aller collecter le savoir de leurs ancêtres mères révérendes. Donc, je rappelle, c'est juste des femmes, là, fait que toutes leurs mères et leurs grand-mères, dans le fond, sont capables de consulter le feed Facebook de toutes leurs arrière-grand-mères et compagnie depuis des millénaires, ce qui est assez impressionnant. Mais ça suggère surtout que la mémoire est véhiculée à travers les différentes générations. Donc, Herbert nous propose finalement que la mémoire serait héréditaire. Lorsqu'on est, on aurait la mémoire de toute notre ancestralité, puis on pourrait éventuellement la débloquer puis y accéder. Donc, ça s'explique parce que dans les années 60, l'ADN, c'est quand même un peu magique. La structure de l'ADN est résolue depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, on savait qu'il y avait de l'information dans nos cellules, mais depuis seulement le cliché 51, le fameux cliché 51 de Rosalind Gosling dans les années 50, on sait seulement depuis ce temps-là qu'il y a une structure claire à ce polymère-là qui contient l'information qui nous constitue puis qui produit finalement ce qu'on a l'air, ce qu'on est capable de faire, etc. Mais à l'heure où Herbert écrit, on commence à peine à comprendre ce que veut dire cette information-là. Donc, comment cette organisation-là moléculaire se traduit réellement en traits physiques. Donc là, Herbert a pris la liberté de dire la mémoire, ça va être garoché là-dedans. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire d'abord si c'est pas génétique? Ben, c'est simplement, entre guillemets, un réseau de connexions neuronales. Donc, c'est vraiment une organisation 3 dimensions des neurones, dans le fond, des connexions entre ces neurones-là, qui sont d'intensité variable et de disposition compliquée. On ne comprend vraiment pas tant que ça à ce jour encore, mais on sait que c'est pas génétique. Puis ce qui arrive, c'est que le volume de notre cerveau est défini, est fini. Donc, on ne peut pas avoir un nombre de connexions
cérébrale infinie. On ne peut pas avoir la mémoire de tous nos ancêtres. Ça ne pourra pas marcher, ça ne rentrera pas dans notre tête. C'est ça. Jusqu'à un certain point, on a un réseau de base de neurones qui est encodé dans l'ADN, mais la majorité de ce qu'on acquiert, en fait, la totalité de ce qu'on acquiert pendant notre vivant, va être seulement entreposée dans ce réseau mental-là, et donc pas dans l'ADN, et donc impossible à transmettre à sa progéniture, malheureusement. Ça serait cool, mais de nos jours, donc on ne peut pas s'attendre à une intégration psychique de la mémoire, mais plutôt aux technologies d'information super performantes que vous voyez fleurir à tous les jours de plus en plus, qui vont probablement plus représenter nos ancêtres qu'on va consulter pour connaître l'information. C'est plus vers ça qu'on va se tourner. Donc oui, c'est ça, la mémoire et le feed infini de mémoire ancestrale. C'est un peu ça la sorcellerie dont je faisais allusion. Ça n'existe pas. Donc, pour conclure, dans le fond, c'est comme je disais, Frank Herbert était vraiment en avance sur son temps. Il y avait des concepts vraiment révolutionnaires en génétique, en écologie, mais aussi en anthropologie, puis en plein d'autres domaines. C'est vraiment une œuvre complète qui est assez extraordinaire, assez volumineuse aussi. Donc, je vous encourage à la lire ou même à aller voir. J'ai pas trop spoilé de trucs, là, je pense. Là. Ça devrait être quand même cool d'aller voir les films quand même. Je vous encourage, c'est vraiment intéressant. Puis, si jamais ça vous intéresse, la science en arrière de ça, sachez qu'il y en a pour s'y intéresser longtemps, parce qu'il y a même du monde qui écrit des livres sur la science dans Dune. Fait que c'est quand même un gros morceau. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est tout pour moi. Donc, si vous voulez des questions. Yes. Oh. S'il y a des questions, si jamais vous voulez, il y a un micro à l'arrière pour les poser. Oui, parfait. Yes, je peux répéter votre question au besoin? S'il y en a. Fait que, je vous encourage à vous prendre au moins les 5 premiers romans de Frank Herbert. Là. Ah, une question? Ah ah! Oui, ben là, ça sortait un peu de la génétique là, dans le cadre de la manipulation et de la sélection, mais effectivement, des animaux géants qui se promènent dans le sable, oh, ça se peut. Non, c'est assez farfelu à plusieurs niveaux, mais là, ça va rentrer dans un autre sujet. Là. Il y a un chapitre dans le livre que je vous ai montré d'ailleurs sur l'hiver. Yes. Ah. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport aux phobies. Certaines personnes pensent que les phobies sont transmises génétiquement aussi. Oh, ouais. Est-ce que ça pourrait être considéré comme de la mémoire qui est transmise génétiquement? De la mémoire d'un danger qui a frappé nos ancêtres et donc qui est transmis génétiquement après? Extrêmement intéressant, c'est vraiment un beau sujet. Là. En fait, j'y connais rien en neurologie à toute fin pratique, mais à mon avis, c'est certainement pas héréditaire. D'après moi, c'est vraiment un contexte sociologique ou familial même qui favorise l'émergence de ces phobies-là, mais c'est définitivement pas génétique, ça c'est sûr. Il y a peut-être des prédispositions, par exemple, là, ça peut devenir très très compliqué, là, mais il y a peut-être effectivement un enrichissement dans les certaines caractéristiques qui favorisent d'avoir des phobies particulières, mais je pense pas que, non, on pourrait pas mettre le gène de la phobie des céleris chez quelqu'un, puis, oups, je pense pas que ça se peut, non. Ça serait vraiment comme dans l'organisation, comme c'est ça, des neurones, puis acquises finalement au fil du temps. Ouais, c'est ça. Ok, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Est-ce que la mémoire pourrait être contenue dans l'épigénétique? Un petit terme technique. Donc, l'épigénétique, c'est les modifications qui sont faites sur l'ADN, mais qui ne sont pas faites au niveau de la séquence. Donc, pas à l'identité des nucléotides, mais plutôt la structure globale de l'ADN. Est-ce que ça pourrait englober de la mémoire? Définitivement, en fait, parce que si on modifie ces patrons d'expression-là dans l'ADN, potentiellement qu'on pourrait favoriser ou pas la création de certains liens neuronaux. Là, je m'avance absolument parce que je n'ai aucune idée, là, mais c'est vraiment intéressant, je n'avais pas pensé à ça. Très bon point. Peut-être que oui. Merci. Yes. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'instinct? Avec le pardon? Avec l'instinct. L'instinct? Ah oui, très bon point. Ben, je peux-tu étirer une petite 30 secondes? Merci. C'est la dernière. OK, après ça, c'est tout. On pourra jaser après les présentations. Ça va me faire plaisir. Oui, donc l'instinct, c'est un peu comme une mémoire instinctive, là, donc basale. Effectivement, c'est intéressant. On n'est pas complètement amorphe. Là. On a un certain niveau d'autonomie, entre guillemets. Là. Donc oui, il y a un certain nombre de connexions dans le cerveau qui viennent avec le trait d'être un humain. Là. Donc on peut, quand on est, faire des bruits, à peu près cligner des yeux puis bouger. Là. Donc oui, il y a un instinct qui est définitivement une espèce de mémoire
basale dans le cerveau. Là. À mesure que le cerveau se développe, on développe le reste de la mémoire, mais définitivement qu'il y a un certain niveau un firmware, pour ainsi dire, là, qui est à la base. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci Simon.